Alors, YouTube. Ouais, c'est à toi que je m'adresse, YouTube. Je triche un peu. Parce que y a des spectateurs qui n'étaient pas là au tout début, parce que c'était finalement plus court que ce que je croyais. Ça fait 30 pages. Donc je vais faire une session 2. Donc pour la version YouTube, ce sera pas un live, mais les mots sur lesquels j'ai buté, parce que j'ai un peu accroché sur certains mots dans la première version, hop, petit montage, tricherie. Mais fallait venir en direct pour me voir me planter, voilà. Mais si ça se trouve, je vais me planter encore, hein, ça c'est pas... Oula, c'est loin d'être exclu. Allez. Donc, Le voyage d'hiver, de Georges Perec. Rapidement, je situe très très vite le contexte. Georges Perec est né le 7 mars 1936. Il a obtenu en 1965 le prix... On s'en fout, voilà, je pense que vous trouverez sa bio facilement. Notice bibliographique, quand même. Voilà. C'est à l'occasion du numéro spécial consacré à Georges Perec que le magazine littéraire, numéro 193 de mars 1983, voilà on a la date, a publié Le voyage d'hiver, une nouvelle inédite parue dans le bulletin Hachette Information numéro 18, mars-avril 1980. Donc le texte date de 1980. La librairie du XXe siècle, collection dirigée par Maurice Hollander. Ça fait comme les génériques d'intro des films. C'est des génériques d'intro de bouquins. Alors évidemment, il n'y a pas d'image. Enfin si, il y a des images, mais il n'y a pas de son. Voilà, j'arrête l'intro. Édition du Seuil. Voilà, formidable. Je vous lis l'ISBN ? Non, je déconne. Dans la dernière semaine d'août 1939, tandis que les rumeurs de guerre envahissaient Paris, un jeune professeur de lettres, Vincent de Grelle, fut invité à passer quelques jours dans une propriété des environs du Havre, qui appartenait aux parents d'un de ses collègues, Denis Borade. La veille de son départ, alors qu'il explorait la bibliothèque de ses hôtes à la recherche d'un de ces livres que l'on s'est promis depuis toujours de lire, mais que l'on n'aura généralement que le temps de feuilleter négligemment au coin d'un feu avant d'aller faire le 4e au bridge, de Grelle tomba sur un mince volume intitulé « Le voyage d'hiver », dont l'auteur, Hugo Vernier, lui était absolument inconnu, mais dont les premières pages lui firent une impression si forte qu'il prit à peine le temps de s'excuser auprès de son ami et de ses parents avant de monter le lire dans sa chambre. Le voyage d'hiver était une sorte de récit écrit à la première personne et situé dans une contrée semi-imaginaire, dont les cieux lourds, les forêts sombres, les molles collines et les canaux coupés d'écluses verdâtres évoquaient avec une insistance insidieuse des paysages des Flandres ou des Ardennes. Le livre était divisé en 2 parties. La première, la plus courte, retraçait en termes sibyllins un voyage aux allures initiatiques, dont il semblait bien que chaque étape avait été marquée par un échec, et au terme duquel le héros anonyme, un homme dont tout laissait penser qu'il était jeune, arrivait au bord d'un lac noyé dans une brume épaisse. Un passeur l'y attendait, qui le conduisait sur un îlot escarpé au milieu duquel s'élevait une bâtisse haute et sombre. À peine le jeune homme avait-il posé le pied sur l'étroit ponton qui constituait le seul accès sur l'île qu'un couple étrange apparaissait. Un vieil homme et une vieille femme, tous deux drapés dans de longues capes noires, qui semblaient surgir du brouillard et qui venaient se placer de chaque côté de lui saisissaient les coudes, se serraient le plus possible contre ses flancs. Presque soudés les uns aux autres, ils escaladaient un sentier éboulé, pénétraient dans la demeure, grimpaient un escalier de bois et parvenaient jusqu'à une chambre. Là, aussi inexplicablement qu'ils étaient apparus, les vieillards disparaissaient, laissant le jeune homme seul au milieu de la pièce. Elle était sommairement meublée, un lit recouvert d'une crétonne à fleurs, une table, une chaise. Un feu flambait dans la cheminée. Sur la table, un repas avait été préparé, une soupe de fèves, une macreuse. Par la haute fenêtre de la chambre, le jeune homme regardait la pleine lune émerger des nuages, puis il s'asseyait à la table et commençait à manger. Et c'est sur ce souper solitaire que s'achevait la première partie. La seconde partie constituait à elle seule près des 4/5 du livre, et il apparaissait rapidement que le court récit qui la précédait n'en était que le prétexte anecdotique. C'était une longue confession d'un lyrisme exacerbé, entremêlé de poèmes, de maximes énigmatiques, d'incantations blasphématoires. À peine eut-il commencé à lire que Vincent de Grelle éprouva une sensation de malaise qu'il lui fut impossible de définir précisément,
mais qui ne fit que s'accentuer au fur et à mesure qu'il tournait les pages du volume d'une main de plus en plus tremblante. C'était comme si les phrases qu'il avait devant les yeux lui devenaient soudain familières, se mettaient irrésistiblement à lui rappeler quelque chose, comme si, à la lecture de chacune, venait s'imposer, ou plutôt se superposer, le souvenir à la fois précis et flou d'une phrase qui aurait été presque identique et qu'il aurait déjà lue ailleurs, comme si ces mots, plus tendres que des caresses, ou plus perfides que des poisons, ces mots tour à tour limpides ou hermétiques, obscènes ou chaleureux, éblouissants, labyrinthiques et oscillant sans cesse comme l'aiguille affolée d'une boussole entre une violence hallucinée et une sérénité fabuleuse, esquissaient une configuration confuse où l'on croyait retrouver pêle-mêle Germain Nouveau et Tristan Corbière, Villiers et Banville, Rimbaud et Verhaeren, Charles Cros et Léon Bloy. Vincent de Grelle, dont le champ de préoccupation recouvrait précisément ces auteurs, il préparait depuis quelques années une thèse sur l'évolution de la poésie française des Parnassiens aux symbolistes. Crut d'abord qu'il avait effectivement déjà pu lire ce livre au hasard d'une de ses recherches, puis, plus vraisemblablement, qu'il était victime d'une illusion de déjà-vu ou, comme lorsque le simple goût d'une gorgée de thé vous ramène tout à coup 30 ans avant en Angleterre. Il avait suffi d'un rien, d'un son, d'une odeur, d'un geste, peut-être cet instant d'hésitation qu'il avait marqué avant de sortir le livre du rayonnage où il était classé entre Verhaeren et Vielle-les-Griffins, ou bien la manière avide avec laquelle il en avait parcouru les premières pages, pour que le souvenir fallacieux d'une lecture antérieure vienne en surimpression perturber jusqu'à la rendre impossible la lecture qu'il était en train de faire. Mais bientôt, le doute ne fut plus possible, et de Grelle dut se rendre à l'évidence. Peut-être sa mémoire lui jouait-elle des tours, peut-être n'était-ce qu'un hasard si Vernier semblait emprunter à Catulle Mendes son « seul chacal entend des sépulcres de pierre ». Peut-être pouvait-on prendre en compte les rencontres fortuites, les influences affichées, les hommages volontaires, les copies inconscientes, la volonté de pastiche, le goût des citations, les coïncidences heureuses. Peut-être pouvait-on considérer que des expressions telles que le vol du temps, brouillard de l'hiver, obscur horizon, grottes profondes, vaporeuses fontaines, lumières incertaines des sauvages sous-bois, appartenaient de plein droit à tous les poètes et qu'il était par conséquent tout aussi normal de les retrouver dans un paragraphe d'Hugo Vernier que dans des stances de Jean Moréas. Mais il était absolument impossible de ne pas reconnaître, mot pour mot ou presque, au seul hasard de la lecture, ici, un fragment de Rimbaud. Je voyais franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges. Ou de Mallarmé. L'hiver lucide, saison de l'art serein. Là, du Lautréamont. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. Du Gustave Kahn. Laisse expirer la chanson, mon cœur pleure. Un bistre rampe autour des clartés solennelles. Le silence est monté lentement, il a peur. Les bruits familiers du vague personnel. Ou, à peine modifié, du Verlaine. Dans l'interminable ennui de la plaine, la neige luisait comme du sable. Le ciel était couleur cuivre. Le train glissait sans un murmure. Etc. Il était 4 heures du matin lorsque de Grelle acheva la lecture du voyage d'hiver. Il y avait repéré une 30aine d'emprunts. Il y en avait certainement d'autres. Le livre d'Hugo Vernier semblait n'être qu'une prodigieuse compilation des poètes de la fin du XIXe siècle, un centon démesuré, une mosaïque dont presque chaque pièce était l'œuvre d'un autre. Mais au moment même où il s'efforçait d'imaginer cet auteur inconnu qui avait voulu puiser dans les livres des autres la matière même de son texte, où il tentait de se représenter jusqu'au bout ce projet insensé et admirable, de Grelle sentit naître en lui un soupçon affolant. Il venait de se souvenir qu'en prenant le livre sur son étagère, il en avait machinalement noté la date, mu par ce réflexe de jeune chercheur qui ne consulte jamais un ouvrage sans en relever les données bibliographiques. Peut-être s'était-il trompé, mais il avait bien cru lire 1864. Il vérifia, le cœur battant. Il avait bien lu.
Cela voudrait dire que Vernier avait cité un vers de Mallarmé avec 2 ans d'avance, plagié Verlaine 10 ans avant ses Ariettes oubliées, écrit du Gustave Kahn près d'un quart de siècle avant lui. Cela voudrait dire que Lautréamont, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbière et pas mal d'autres n'étaient que des copistes d'un poète génial et méconnu qui, dans une œuvre unique, avait su rassembler la substance même dont allaient se nourrir après lui 3 ou 4 générations d'auteurs. À moins, évidemment, que la date d'impression figurant sur l'ouvrage ne fût fautive. Mais De Grelle refusait d'envisager cette hypothèse. Sa découverte était trop belle, trop évidente, trop nécessaire pour n'être pas vraie, et déjà, il imaginait les conséquences vertigineuses qu'elle allait provoquer, le scandale prodigieux qu'allait constituer la révélation publique de cette anthologie prémonitoire, l'ampleur de ses retombées, l'énorme remise en question de tout ce que les critiques et les historiens de la littérature avaient imperturbablement professé depuis des années et des années. Et son impatience était telle que, renonçant définitivement au sommeil, il se précipita dans la bibliothèque pour tenter d'en savoir un peu plus sur ce Vernier et sur son œuvre. Il ne trouva rien. Les quelques dictionnaires et répertoires présents dans la bibliothèque des Borades ignoraient l'existence d'Hugo Vernier. Ni les parents Borade, ni Denis ne purent le renseigner davantage. Le livre avait été acheté lors d'une vente aux enchères il y avait 10 ans de cela, à Honfleur. Il l'avait parcouru sans y prêter une grande attention. Toute la journée, avec l'aide de Denis, De Grelle procéda à un examen systématique de l'œuvre, allant en chercher les fragments éclatés dans des dizaines d'anthologies et de recueils. Ils en trouvèrent près de 350, répartis chez près de 30 auteurs, les plus célèbres comme les plus obscurs poètes de la fin du siècle, et parfois même quelques prosateurs, Léon Bloy, Ernest Hello, semblaient bien avoir fait du voyage d'hiver la Bible, où ils avaient puisé le meilleur d'eux-mêmes. Banville, Richepin, Huysmans, Charles Cros, Léon Valade y côtoyaient Mallarmé et Verlaine, et d'autres, à présent tombés dans l'oubli, qui s'appelaient Charles de Pomerol, Hippolyte Vaillant, Maurice Rollinat, le filleul de George Sand, Laprade, Albert Merat, Charles Maurice ou Anthony Valabrègue. De Grelle nota soigneusement sur un carnet la liste des auteurs et la référence de leurs emprunts et regagna Paris, bien décidé à poursuivre dès le lendemain ses recherches à la Bibliothèque nationale. Mais les événements ne le lui permirent pas. À Paris, sa feuille de route l'attendait. Mobilisé à Compiègne, il se retrouva, sans vraiment avoir eu le temps de comprendre pourquoi, à Saint-Jean-de-Luz, passa en Espagne et de là en Angleterre, et ne revint en France qu'à la fin 1945. Pendant toute la guerre, il avait transporté son carnet avec lui et avait miraculeusement réussi à ne jamais le perdre. Ses recherches n'avaient évidemment pas beaucoup avancé, mais il avait tout de même fait une découverte pour lui capitale. Au British Museum, il avait pu consulter le catalogue général de la librairie française et la bibliographie de la France, et avait pu confirmer sa formidable hypothèse. Le voyage d'hiver de Vernier, Hugo, avait bien été édité en 1864 à Valenciennes, chez Hervé Frères, imprimeur libraire, et, soumis au dépôt légal, comme tous les ouvrages publiés en France, avait été déposé à la Bibliothèque nationale, où la cote Z 87 912 lui avait été attribuée. Nommé professeur à Beauvais, Vincent De Grelle consacrait désormais tous ses loisirs au voyage d'hiver. Des recherches approfondies dans les journaux intimes et les correspondances de la plupart des poètes de la fin du XIXe siècle le persuadèrent rapidement qu'Hugo Vernier avait, de son temps, connu la célébrité qu'il méritait. Des notes comme « reçu aujourd'hui une lettre d'Hugo » ou « écrit une longue lettre à Hugo » ou « lu VH toute la nuit » ou encore le célèbre « Hugo ». Seulement Hugo ne se référait absolument pas à Victor Hugo, mais bien à ce poète maudit dont l'œuvre brève avait apparemment incendié tous ceux qui l'avaient eu en main.
Des contradictions éclatantes que la critique et l'histoire littéraire n'avaient jamais pu expliquer trouvaient ainsi leur seule solution logique, et c'est évidemment en pensant à Hugo Vernier et à ce qu'il devait à son voyage d'hiver que Rimbaud avait écrit « Je est un autre, et l'autre est Hamon ». La poésie ne doit être faite par tous, et non par un. Mais plus il mettait en valeur la place prépondérante qu'Hugo Vernier allait devoir occuper dans l'histoire littéraire de la France à la fin du siècle dernier, moins il était à même d'en fournir des preuves tangibles. Car il ne put jamais remettre la main sur un exemplaire du voyage d'hiver. Celui qu'il avait consulté avait été détruit en même temps que la villa lors des bombardements du Havre. L'exemplaire déposé à la Bibliothèque nationale n'était pas en place lorsqu'il le demanda, et ce n'est qu'au terme de longues démarches qu'il put savoir que ce livre avait été, en 1926, envoyé à un relieur qui ne l'avait jamais reçu. Toutes les recherches qu'il fit faire à des dizaines et des centaines de bibliothécaires, d'archivistes et de libraires se révélèrent inutiles, et Degrelle se persuada bientôt que les 500 exemplaires de l'édition avaient été volontairement détruits par ceux-là même qui s'en étaient si directement inspirés. Sur la vie d'Hugo Vernier, Vincent Degrelle n'apprit rien, ou presque. Une notule inespérée, dénichée dans une obscure biographie des hommes remarquables de la France du Nord et de la Belgique, Verviers, 1882, lui apprit qu'il était né à Vimy, Pas-de-Calais, le 3 septembre 1836. Mais les actes d'état civil de la municipalité de Vimy avaient brûlé en 1916, en même temps que leur double déposé à la préfecture d'Arras. Aucun acte de décès ne fut apparemment jamais dressé. Pendant près de 30 ans, Vincent Degrelle s'efforça vainement de rassembler des preuves de l'existence de ce poète et de son œuvre. Lorsqu'il mourut, à l'hôpital psychiatrique de Verrières, quelques-uns de ses anciens élèves entreprirent de classer l'immense tas de documents et de manuscrits qu'il laissait. Parmi eux figurait un épais registre, relié de toile noire, et dont l'étiquette portait, soigneusement calligraphiée, « Le voyage d'hiver ». Les 8 premières pages retraçaient l'histoire de ces vaines recherches. Les 392 autres étaient blanches. Oh, que j'adore ce texte, putain. Qu'est-ce qu'il est bien. Du coup, YouTube aura le droit à la 2e version. J'ai un peu accroché encore, mais moins. Je vais refaire ça, je pense, avec d'autres textes, parce que j'aime bien. Voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous. À tantôt! Voilà, c'était la fin pour YouTube.